vos mères, les arbitres. Il est comme le gardien de but. On ne parle de lui que quand il se trompe. Aimé Jacquet. Dans le foot, le métier d'arbitre est sans doute le plus pénible. Pression constante du public, insultes, harcèlement et j'en passe. Un tas de choses qui ne font généralement pas rêver les plus jeunes. Sauf quelques exceptions, comme l'invité d'aujourd'hui, Ryan Herré. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Pour la première fois, on va parler d'arbitre. On a eu des journalistes, des commentateurs, des youtubeurs aussi. Et pour la première fois, on va parler d'arbitrage, qui est un sujet très récurrent dans le milieu du foot, surtout avec l'arrivée de la VAR il y a quelques années. Ryan, t'as 21 ans. T'es arbitre depuis janvier 2022 et t'officies aujourd'hui en Régional 3 en créant parallèlement du contenu sur YouTube et sur les réseaux. Première question, comment tout simplement t'es devenu arbitre? Ah, déjà, je pense que comme tout arbitre, comment est venu le fait de s'intéresser au foot en fait? Parce que c'est, allez, 99% du temps, tu t'intéresses au sport avant de devenir arbitre. Tu deviens pas arbitre sans avoir touché au sport. Comment je me suis intéressé au foot? Je pense à partir de, moi je suis en 2003, donc ouais, les années 2008-2009, j'ai joué au foot à partir de 6-7 ans. C'est un peu tard, il y en a qui commencent beaucoup plus tôt. Et donc vraiment ouais, à partir de là, le City Stade, hein. Moi j'habitais en région parisienne avant, dans le 93, Gournay-sur-Marne. Il y avait un beau City Stade et voilà, je passais un peu les après-midi du mercredi après-midi, le samedi, le dimanche, j'allais jouer. Et c'est comme ça qu'est venu un peu la première fois que je m'intéressais au foot. Et puis mes parents m'ont pris un peu de temps à m'inscrire en club, parce que c'est vrai que le fait de s'inscrire en club avec les mentalités, etc., ça peut repousser un petit peu les parents, l'esprit compétitif. Et donc j'ai fait mes classes U11, U13. Après là j'ai déménagé à la campagne, j'ai fait U15, U17 et j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté le foot. Tu vas voir, c'est un peu long, mais on va y venir à l'arbitrage, ça va arriver. J'arrête le foot et par rapport à la mentalité, ça m'allait pas. Tout ce qui est compétition, j'étais tombé avec un coach, je m'en rappelle, je trouvais trop agressif dans sa façon de parler et je trouve que ça marche pas quand t'as 14-15 ans et que tu viens là vraiment que pour le plaisir, hein. Je jouais à des niveaux départementaux, j'avais fait des sélections à un moment, j'avais passé quelques tours, mais j'étais trop frêle pour m'imposer plus haut. Tu jouais à quel poste? J'étais ailier gauche, moi. Ailier gauche. Ailier gauche. Je driblais beaucoup, j'avais du mal à lâcher le ballon. Mais si t'es ailier gauche et si t'es frêle, ça va généralement. Moi j'aime bien les ailiers frêles. Ouais, mais après c'est vrai que j'avais fait des détections, j'avais passé les 2 premiers tours, c'était pour aller à la Berrichonne de Châteauroux. Mais c'est vrai qu'ils attendent quand même que physiquement tu tiennes quoi. Et moi c'est vrai que c'était en U13, c'est vrai que t'as ce truc encore où t'es à l'aise techniquement, t'es agréable à voir jouer, mais dès qu'il y a vraiment un défenseur qui met énormément d'impact, tu peux vite avoir un petit peu peur. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, si t'as peur, ça peut pas aller. Tu vois, tu peux pas aller. Mais bon, moi je prenais du kiff, c'était le plus important. Et donc j'arrête le foot. Et donc c'est l'Euro 2020. Non, c'est 2021 l'Euro. L'Euro 2021. 2021 ouais. Et j'ai envie de revenir. Report d'un an à cause du Covid. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai envie de revenir dans le foot. J'ai envie de revenir et à ce moment-là, je me fais un pneumothorax. Donc en fait, t'as de l'air qui rentre dans le poumon et ça te décolle le poumon. Et j'en fais un et je passe mes 18 ans à l'hôpital. Et je refais un même après 1 mois et demi après le premier. Rien de grave, pas d'opération, etc. Mais voilà, physiquement, c'est pas simple après par rapport à la respiration de revenir. Je me suis dit, bah voilà, je voulais rejouer au foot, mais comment faire? Parce qu'il suffit que je prenne un coup de crampon, un coup de genou, un coup de coude dans le torse. Ça va vite, on sait quand on joue en senior, et ça peut repéter. Et là, du coup, je discute avec des gens un peu dans mon entourage. Je parle coaching, je parle arbitrage. Dans un premier temps, je me suis dit, pourquoi pas être éducateur? Et j'avais vraiment envie d'aller au bout des choses. Parce que j'étais vraiment quelqu'un qui me faisait pas mal, hein, autant à l'école que dans le foot. Dès qu'il commençait à pleuvoir, tu me voyais pas à l'entraînement. Dès qu'il neigeait, j'étais pas à l'entraînement. Ah, j'étais le premier pour aller au match, et encore. Quand il pleuvait, j'en avais marre. Mais voilà, je me faisais pas assez mal. Et là, il y a quelqu'un dans mon entourage qui me parle de l'arbitrage complètement par hasard. Parce que j'avais déjà arbitré 1 ou 2 fois dans ma vie, U14, U15. Tu prends le sifflet pour un tournoi dans un club. Mais pas du tout. J'aimais bien. Mais on m'a pas redirigé vers une formation, ou en tout cas, même si on me l'avait fait, j'étais pas prêt à le faire. C'était pas du tout mon objectif. Et là, on parle de ça et je me dis, bah, pourquoi pas? Et donc, je me dis, bah, allez, je vais aller voir le club proche de chez moi.
Je vais leur dire, bah écoutez, donc là j'ai 18 ans, hein, donc je suis un peu plus mature, je suis un peu plus grand. Vous m'inscrivez dans une formation d'arbitre et j'y suis allé à 100%. Voilà, c'est vraiment du hasard, hein. C'est pas vraiment Ok. ça vraiment venu un peu au hasard, ouais. Et à ce moment-là, tu venais d'avoir ton bac à 18 ans C'est ça, ouais, j'ai mon bac, ouais. et t'étais convaincu par ce projet-là professionnel? Ah bah professionnel non, pas du tout, vraiment plaisir. Ok. Vraiment plaisir parce qu'à cette époque-là, je faisais encore T'as suivi cette passion-là qui t'animait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le foot en fait, mais après l'arbitrage, j'avais envie de m'investir dans le foot, mais différemment que de jouer en fait. Et l'arbitrage, je me suis dit bah on Ok. peut essayer, on peut essayer, on voit. Et j'avais aussi vraiment, comme je t'ai dit, envie de faire les choses au bout. Si je commence un truc, je vais au bout de la saison, ce qui n'était pas le cas avant. Et ouais, l'arbitrage est venu et j'ai accroché tout de suite, ouais. Parce que j'étais tombé sur des vidéos de toi plus jeune. T'étais sur FIFA, Ouais, c'est c'est ça? ça. Avant. Je faisais des vidéos sur FIFA, Bien ouais. avant. Ouais, du coup, on sentait un peu la passion pour les réseaux sociaux et pour le foot à cette époque-là. Mais bah, écoute, c'est cool que t'aies trouvé ta voie. Tu la vis comment cette vie d'arbitre? Raconte-moi un peu ta routine d'avant-match, tes entraînements, tes habitudes quotidiennes dans ce métier. Concrètement, maintenant, voilà, on reçoit le match, 10 jours avant. Donc je vais regarder un petit peu, est-ce que je connais les deux équipes déjà, comment sont les terrains, est-ce que c'est du synthé, est-ce que c'est de l'herbe pour aussi adapter les crampons. Le match aller, s'il y a eu un match aller, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des cartons, est-ce qu'il y a une tension particulière, que vont jouer les deux équipes, parce qu'on arrive en fin de saison, est-ce que ça joue le maintien, est-ce que ça joue la montée, est-ce que ça n'a plus rien à jouer. Les joueurs un petit peu clés, si j'ai pu les arbitrer, parce que voilà, à mon niveau, tant que t'es pas en National 3, National 2, on va dire, t'as pas forcément accès à des replays qui permettent de voir comment vont jouer les équipes, quels sont les joueurs leaders, quels sont les joueurs à protéger, etc. Et puis après, les entraînements, voilà, alors je m'entraînais pas comme ça au début, ça a évolué, mais un entraînement sprint, 2 entraînements qui vont être du fractionné, un fractionné court, c'est-à-dire du 15-15, un fractionné long, ça va être par exemple 6 fois 1 km à 3,45, 3,30, 3,20, ça dépend le truc que tu te fixes. Et un 10 km allure tempérée, voilà. Donc on va partir sur 4 entraînements semaine à peu près, ouais. Ok. Beaucoup de cardio alors. Ouais, bah ouais, il faut. Ouais. Il faut. Et t'es encore très jeune, t'as 21 ans. Ouais. Et j'ai vu qu'en Ligue 1 par exemple, t'as les arbitres centraux qui ont entre 30 et 46 ans à peu près. Ouais, c'est ça. C'est 29 ans minimum. 28, 29 ans en général, pas avant, ouais. Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour les prochaines années et est-ce que le physique t'inquiète ou pas du tout? T'as une vision à long terme pour exercer ce métier-là au plus haut niveau? Non, le physique, non, parce que j'ai toujours fait du sport, hein. J'ai toujours couru, j'ai toujours eu un profil très athlétique, très très fin, fait pour la course. Ouais, j'aurais pas des avant-bras de bûcheron. Ça fait 1 an et demi que je suis à la salle, ça ne fonctionne pas malheureusement. C'est pas la génétique, mais non, le physique non. Après, oui, c'est un objectif. Moi, en fait, je me fixe pas de limite. Alors d'aujourd'hui, j'ai 21 ans, ça fait 3 ans. Voilà, j'espère monter en Régional 2 à la fin de la saison. Voilà, il faut pas griller les étapes. J'ai commencé l'arbitrage presque trop tard. Idéalement, il faut commencer à 15 ans. Après, je regrette pas d'avoir commencé à 18 ans et demi parce que j'avais pas du tout la fibre et le sérieux, on va dire, pour pouvoir être rigoureux. À ce moment-là, j'étais plus du tout assez mature. Mais ouais, c'est un objectif. Après, voilà, je me fixe pas de limite. Je sais pas où je serai dans 5 ans. YouTube aussi me fait approcher des opportunités de dingue, même dans d'autres pays peut-être. Donc franchement, je veux juste apprendre, évoluer et donner le maximum. Après, je pense que les objectifs et surtout les résultats viennent avec. Mais j'ai vraiment pas de limite sur ça, ouais. Comment elle se passe un peu l'évolution d'un arbitre de R3 pour arriver jusqu'en National, puis Ligue 2, puis Ligue 1, à un âge aussi jeune? Monter en R2, monter en R1, et pour monter au niveau national, on a un concours. Parce que là, c'est juste des examens. Okay. En fait, la notation d'arbitre, comment elle marche, t'as un test physique, concrètement, tout le monde le réussit, et t'as un test théorique où tu es noté sur les lois du jeu. Et le plus important, c'est les observations. Un test terrain. Donc, t'as 3 observations dans la saison. T'as un gars qui va venir te voir, qui va te noter sur des points physiques, sur des points techniques, sur des points de management, des personnalités, etc. Et donc, il y a un classement qui est établi. Et tu vas en avoir dans une poule de 10, 1 ou 2 qui montent, 6 qui se maintiennent et 1 ou 2 qui descendent, par exemple.
Donc en fait, on a aussi notre championnat. On a notre compétition intérieure. Donc on est. Vous avez votre classe prépa. Ouais, c'est ça. Ben on est challengé en fait. On a autant à perdre que les équipes. C'est ça. Et après le levier national, j'imagine qu'il y a un autre concours pour accéder à la Ligue 2. Non. Du coup, c'est vraiment le concours fédéral. On appelle ça, qui te donne accès à la fédération. Alors, je crois que c'était National 2. Maintenant, ça va peut-être te donner l'accès qu'à la National 3, je sais plus. Mais t'as un concours qui te permet d'aller en National 2. Donc, tu peux arbitrer en National 3 sans forcément être arbitre fédéral. Mais ça, je crois que c'est en train de changer. Je crois que c'est en train de changer. Et donc, voilà. Tu débutes arbitre de district, tu montes. Après, t'as un examen où, en gros, il te faut juste la moyenne pour être arbitre régional. Et après, t'as un concours pour aller à la fédération. Donc, pour avoir ce concours, il faut avoir au moins 24 ans au minimum. Si t'as pas fait jeune arbitre de la fédération, il faut au moins 24-25 ans. Il faut avoir au moins fait une année en régional 1 complète. Et donc tu passes ce concours. Et après, quand t'as l'obtention de ce concours, tu arbitres en National 2 et tu es 4e arbitre en Ligue 2. Donc déjà, en termes là, tu passes de la R1 à la N3 à la N2 et à la Ligue 2. Il y a des tours de Coupe de France intéressants. Donc ça change tout. Là, tout change. Et puis après, classique, hein. Voilà, les observations. T'as plus vraiment de tests théoriques, juste les observations. Donc tu N2, N1, N1 Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Et après, quand t'es en Ligue 1, les 10 meilleurs sur les 20 sont arbitres internationaux à la FIFA. Voilà, c'est comme ça que, pour te donner grossièrement le truc. On va passer maintenant à un thème un peu plus général sur le métier d'arbitre. Ouais. Pour amorcer un peu le sujet, si tu veux, on va faire un petit jeu questions-réponses très rapide. Est-ce que t'es prêt? Des réponses très rapides. T'es prêt? On doit les donner vite sur le terrain, donc je pense que je suis prêt. Je pense être prêt. Vas-y. Une insulte doit-elle toujours être sanctionnée d'un carton rouge? C'est pas clair tes questions. Envers les arbitres ou envers tout le monde? Non, une insulte envers l'arbitre. Oui. Quel est le meilleur arbitre de l'histoire? Même si ça doit être très compliqué. Je pense qu'on va dire Pierluigi Collina. Après, il faut aussi remettre les choses dans son temps, et il avait des façons de faire très impactantes qui, je pense, ne seraient plus acceptées à l'heure d'aujourd'hui. Mais dans la tête des gens, je pense que c'est assez clair que c'était lui, ouais. L'erreur d'arbitrage fait-elle aussi partie de la beauté du foot? Oui. En 2022, il y avait faute de Donnarumma sur Benzema lors de Real Madrid PSG. Joker. Allez. Je voulais me répondre sur celle-là selon toi. Ouais, c'est dur en fait, c'est dur. En fait, mais je pense qu'on va y être amené petit à petit. Mais si tu veux, tu as la notion d'erreur manifeste. Et cette notion, finalement, elle est peut-être pas assez claire en fait. Mais cette notion d'erreur manifeste, c'est-à-dire que la VAR intervient uniquement en cas d'erreur manifeste. Dans une situation où on est en demi-finale de Ligue des Champions, on a les meilleurs joueurs, les meilleurs arbitres, on a un niveau de jeu et une tolérance des contacts extrêmement basse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont acceptées dans le respect, etc. Quand tu laisses jouer tout le match et quand tu as un gardien qui prend trop de temps à relancer, parce qu'il y a aussi le truc où parfois quand tu as un joueur qui prend trop de temps à faire son geste, il va subir le contact parce qu'il joue pas assez vite, et toi t'es un petit peu emprisonné à cause du gars qui prend trop de temps. Et quand tu prends trop de temps et que t'es un gardien et que tu tombes et que tu te relèves directement, je pense que tu t'attends à que rien ne soit sifflé, hein. Le Barça-Chelsea de 2009, c'est vraiment un vol ou on en fait trop? Moi, j'aime pas le mot vol. J'aime pas ces mots-là. Ouais, c'est un scandale. En tout cas, l'arbitre a clairement contre-performé et a clairement influencé le résultat final de la rencontre. Donc, c'est un match qui a été raté en termes de performance par l'arbitre. La Kings League, c'était plus dur à arbitrer que la R3? Longue histoire, cette compétition. C'était... Ouais, beaucoup plus dur, ouais. Et enfin, la VAR a-t-elle fait plus de bien ou de mal au foot? Je pense qu'elle était là pour... T'as vu, je réponds par oui ou par non, je suis un vrai politique, hein. Non, je pense qu'elle a rétabli une équité sportive. Par contre, on est rentré du coup dans la surinterprétation et peut-être la suranalyse de tout. Et finalement, si je pense à la main de Vata en 90 ou la main de Thierry Henry, là, la VAR est capitale. Après, pour autant, voilà, je pense que sur des choses hyper flagrantes, elle est obligatoire. Sur des choses qui sont beaucoup plus litigieuses, interprétables, elle a peut-être plus fait du mal que de bien, ouais. Bah, si tu veux, avant de parler de Kings League, on peut un peu creuser cette question de la VAR. Ouais.
Euh, la VAR, elle a été introduite en 2018 dans les grands championnats européens et dans les compétitions européennes. Est-ce que tu penses qu'après 7 ans maintenant, elle a atteint son plafond de verre en termes d'optimisation ou il y a encore des choses à changer? En fait, la VAR, si on résume un petit peu, elle intervient en cas d'erreur manifeste, donc c'est-à-dire penalty pas penalty, carton Ouais. rouge par carton rouge, pas de deuxième carton jaune. Hors-jeu sur un but, but accordé, but refusé, est-ce que le ballon est rentré? Et du coup, est-ce qu'il y a une faute avant toute l'action avant le but? Donc l'action, c'est-à-dire jusqu'à temps que le ballon sort des limites du terrain. Et est-ce que tu as mis un carton, donc c'est identité erronée. Est-ce que tu as mis un carton à la mauvaise personne en termes de numéro? Voilà, je pense que la VAR a eu des problèmes, a eu du bon. Après, malheureusement, moi, je peux en parler en très léger connaisseur de cause, parce que j'ai testé la VAR à l'UEFA, et j'ai pu échanger avec des arbitres internationaux à propos de ça. J'ai pu tester la VAR à la Kings League, donc dans une compétition médiatisée. Médiatisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire argent, pression et popularité. Donc ça fait que ça fait un cocktail où en gros tu dois prendre une décision sous pression, parce que à l'UEFA je testais juste, et que malheureusement t'as beau avoir les images, tu n'as pas la réponse. Même avec les images, parfois, tu n'as pas la réponse. Ok. Et je pense que la VAR ne nous donnera pas la réponse sur certaines situations. Même si on a mis la technologie, même si on a investi de l'argent, parfois il n'y a pas de réponse. C'est du 50-50. Hmm. Et c'est là que finalement la VAR fait plus de bruit pour ça que quand elle corrige vraiment des vraies erreurs manifestes. Et c'est peut-être ce qui est dommage. Et justement avec cette technologie de la VAR qui rend le foot de plus en plus technologique au final, Ouais. est-ce que tu penses que ça aide ou ça tue l'instinct, le feeling du jeu? Ben, je pense que voilà, les hors-jeux, si on prend l'exemple des hors-jeux, c'est pas possible de voir un demi-centimètre à vitesse réelle. C'est pas possible. Alors, est-ce que vous considérez que ça tue le foot d'annuler des buts à des centimètres ou que en même temps c'est la règle et donc ce but n'aurait pas dû accorder parce qu'il y a un demi-centimètre? Je pense que les deux idées sont louables. Moi, j'ai pas forcément d'idée là-dessus. Après, voilà, c'est vrai que on prend l'exemple des assistants qui parfois, même s'ils sont sûrs qu'il y a hors-jeu, ils sont obligés de ne pas lever le drapeau et d'attendre que la fin de l'action. Parce que si tu lèves le hors-jeu et qu'en fait il n'y avait pas hors-jeu avec la VAR, bah c'est une très grosse erreur par rapport à ton métier. Donc en fait, si tu veux, elle rectifie, mais elle amène beaucoup aussi de choses à prendre en compte qui sont pas faciles. Elle amène beaucoup de choses qui sont pas faciles et elle fait beaucoup débat. Elle fait beaucoup débat. Là, il y a une semaine, il y avait justement Inter-Barça avec le pied là de, je sais plus qui. Ouais, j'ai vu, il y avait d'un une petit situation centimètre, ouais. le hors-jeu d'un petit centimètre. Mais le hors-jeu, je suis d'accord, ça fait souvent parler. Ça peut rendre fou certains supporters sur un cheveu. Ouais. Il y a un but qui est annulé. Arsène Wenger, il a proposé il y a, je pense, un an ou il y a quelques Ouais, j'en ai mois, entendu parler de ça, ouais. la règle selon laquelle si l'ensemble du corps d'un joueur ne dépasse pas le dernier défenseur, alors le joueur ne devrait pas être hors jeu. Il faut que l'ensemble du corps soit Ouais, mais derrière. du coup, si il y a un demi, parce que enfin, je sais pas si c'est ça, mais de moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, on retourne le problème, parce que si il y a un demi centimètre du corps Ouais. Bah en fait, tu déplaces cette marge d'erreur sur autre chose en fait. Donc C'est ça. finalement, le hors-jeu, déjà pour préciser, il n'y a pas de hors-jeu sur corner, touche et 6 mètres. Il n'y a pas de hors-jeu si c'est une passe délibérée ou une action jouée délibérée par un défenseur qui remet en jeu l'attaquant, onside en gros. Mais sinon, est-ce qu'il faudrait peut-être pas supprimer le hors-jeu pour éviter tous les problèmes? Je sais pas. Moi j'ai pas de Supprimer le solution. hors-jeu carrément. Ben j'ai pas de solution parce que si tu dis il faut que ça soit le corps, ben on va être à 1 centimètre comme le petit bout de centimètre, le petit bout de pied qui dépasse. Donc finalement, c'est ça, tu déplaces le problème. Et je pense qu'avec ce hors-jeu, t'as pas forcément de solution si tu veux qu'il y ait plus ces trucs qui se jouent au centimètre. Hein. Je vois pas trop la solution moi. Mais je pense que Wenger, il a proposé ça pour avoir un jeu plus offensif et avantager un peu les attaquants. Mais je pense que il sous-estime un peu la tactique défensive. Parce que les défenseurs vont s'adapter. Ouais. Là, on le voit avec les défenseurs du Barça qui jouent le piège du hors-jeu à fond. C'est vraiment une stratégie qui est en train de s'expandre dans le foot. Tu vois, jouer le piège du hors-jeu, c'est déjà aujourd'hui un truc qui
qui monte en puissance. Ok. Et avec des nouvelles règles, je pense pas que ça va disparaître. Au Pour contraire. moi, le piège du hors-jeu, pardon, excusez, je vais faire plaisir à tous les fans de FIFA qui nous écoutent. C'était insupportable, les mecs, hein, qui jouent le piège du hors-jeu sur FIFA. Ah, pour moi, c'est zéro. Bah, c'est ça, zéro. ça marche en Mais 2025 ça marche. avec Flick. Ça a l'air de marcher. Ouais. Bah, du coup, on va revenir un peu sur la Kings League. Ouais. Moi, j'ai pas trop suivi la compétition, je t'avoue. Ok. J'ai vu quelques extraits par curiosité, vite fait, mais j'ai pas suivi les matchs en direct. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de difficulté à arbitrer, pardon. Pourquoi c'était si difficile? Donc j'arrive à la Kings League, voilà, je suis contacté pour à la fois créer du contenu et arbitrer surtout. Parce que moi finalement, créer du contenu, je crée pas du contenu, c'est le contenu qui retranscrit ma passion qui est l'arbitrage. En tout cas, quand j'arbitre, je crée pas du contenu. Je peux créer du contenu dans d'autres sphères, mais quand j'arbitre, ma priorité c'est l'arbitrage. Et le contenu sera juste la retranscription de ce que j'ai fait sur le terrain, en fait. Donc voilà, j'arrive, première journée, on fait, donc c'est le dimanche, c'est lancé un peu rapidement, cette compétition, en France, parce que de base, ça devait pas se faire, parce qu'Amine voulait pas, avec ce qui s'était passé au Mexique, avec la Coupe du Monde, je sais pas si t'avais suivi. Finalement, ça se fait, donc en fait, tout s'organise, en fait, un petit peu au dernier moment. Et donc, on a un match de préparation le jeudi et le vendredi. Donc en fait, si tu veux, pour t'expliquer, je fais les 2 premiers matchs de la Kings League et j'ai arbitré 20 minutes sur le terrain. Donc en fait, je rentre sur le terrain dimanche, je connais pas les règles. Je connais pas les règles. Pourtant, je les ai bossées les règles. Mais t'as les règles de la compétition qui sont dans le texte, t'as les règles qui sont modifiées par les organisateurs sur place. T'as des Espagnols de la Kings League Espagne qui sont venus la première journée pour que tout se passe bien. Donc t'as aussi les règles des Espagnols. Donc t'as un mec qui me dit parce que les règles sont très différentes du foot, du vrai foot. J'ai pas trop ça a rien à voir. C'est okay. En fait, si tu veux, c'est même pas proche du futsal ou non, quelque chose comme rien ça. à voir. Donc en fait, si tu veux, moi, pour arbitrer et pour performer, parce que je suis intéressé par l'arbitrage et moi je parle de performance au même titre qu'un joueur, j'ai besoin d'avoir du cadre. J'ai besoin que les choses soient cadrées et que quand je rentre sur le terrain, je sais les directives que j'ai. J'arbitre pas pour la FIFA, j'arbitre pas en Ligue 1, mais on a, même au niveau régional en R3, on a des directives. Comment se passent les avant-matchs, comment on vérifie les équipements, quels sont les comportements à avoir sur le terrain. On parle qu'au capitaine dans les grosses situations. Donc j'ai des directives en tête. Là, j'arrive, j'ai pas de directive et je connais pas les règles. Parce que les règles, on me dit là c'est blanc, là c'est noir. Parce qu'en fait, t'as besoin d'avoir les reprises techniques en jeu. C'est-à-dire, je sais pas. J'imagine. Il y a but. Il y en a un qui me dit on reprend au coup d'envoi. Il y en a un autre qui me dit on reprend en coup de pied de but. Sauf que si c'est la tête du roi durant le dé, on fait le coup d'envoi. Mais si c'est l'escalier les 5 premières minutes, on fait coup de pied de but. Donc en fait, je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu sur le terrain. Et forcément ça, ce manque de cadre et tout, ça va impacter en fait tes décisions. Ça va impacter tes décisions. Le terrain est hyper petit. 7v7, je trouve que c'est presque trop. Parce que les joueurs se marchent presque dessus, c'est très petit. Ça va très vite. Parce que voilà, ça va beaucoup plus vite qu'un niveau régional 3, ça c'est clair et net, et plus le terrain est petit, plus ça va vite. Comment tu fais pour t'imposer aussi face à des stars? Comment tu fais pour t'imposer face à un Jérémy Ménez? Parce que Jérémy Ménez, voilà, moi j'ai beaucoup regardé aussi la Kings League Espagne, et j'ai regardé la Coupe du Monde pour vraiment anticiper les choses. Et Jérémy Ménez, je l'ai vu, en fait j'avais un peu l'impression que la Coupe du Monde, c'est lui qui arbitrait. C'est lui qui mettait la pression. Et donc moi je me dis, non, non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Par contre, il va falloir que j'ai une gestion particulière, au même titre qu'un arbitre peut gérer Messi ou Ronaldo ou Mbappé sur le terrain. Tu vois, c'est des mecs qui ont tellement d'impact dans une équipe que tu peux pas les gérer comme tout le monde. Tu dois les gérer différemment, mais en même temps tu dois pas les avantager. Une question sur ça. Tu dois pas les avantager. Ouais. J'avais une question sur ça. Tu fais comment pour gérer un peu cette différence d'âge à laquelle tu es tout le temps confronté, que ce soit en R3, en Kings League? Tu travailles comment en R3, comment tu développes un certain charisme? Je pense que ça se fait naturellement, évidemment. ça se fait avec l'expérience, la prise d'expérience, et il faut enchaîner les matchs. Il faut en bouffer des matchs pour évoluer. Mais il n'y a pas d'exercice particulier à faire? Non, il faut être naturel. Si t'en fais pas assez, tu vas te faire bouffer. Si tu en fais trop, c'est pas naturel, ça se voit et t'es autoritaire. Il faut trouver le juste milieu. Moi, j'aime bien être très cool, comme pouvoir monter très haut sans non plus dépasser les bornes quand ça se passe mal. Donc, il faut savoir varier, je pense, ses comportements. Mais l'âge, c'est quelque chose que j'ai appris et j'ai réussi à me faire respecter avec mon âge. Par contre,
se faire respecter face à des stars. J'arbitre pas des stars en R3 et j'ai jamais arbitré des stars. Ouais, J'ai fait des touches, j'ai été assistant en R2, en R1, j'ai pu faire mon premier match en National 3 cette saison. J'étais très content, mais même en National 3, t'arbitres pas des stars. Et donc là, comment je fais pour me faire respecter dans un événement médiatisé devant des stars, alors que mon expérience sur le papier, c'est que la Régionale 3. Donc ça a été aussi un challenge que je trouve et j'ai plutôt bien assumé. Mais voilà. T'as fait comment du coup pour te faire respecter par Menez et les autres stars? Mais je suis resté normal. J'ai pris ces joueurs normal comme tout le monde. Après dans la façon de parler, voilà, ça peut être à des petits moments où les joueurs vont se replacer. Tu passes à côté de lui, tu lui glisses 2-3 mots pour apaiser un petit peu. Et puis aussi il y a une façon de protéger les joueurs. Tu vois, Jérémy Menez, j'avais vite analysé que c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop les contacts, que s'il subissait trop de contacts, ça allait vite s'énerver et que ça allait après imploser un petit peu dans son équipe. Et par rapport aussi à cet aspect de divertissement, on a beaucoup vendu le truc comme c'est du divertissement tranquille. Sauf qu'en fait, si tu veux, c'est que les présidents, les gens sur place disaient aux arbitres, les gars, arbitrez pas sérieusement, tranquille, c'est divertissement, c'est plaisir. Mais en même temps, en fait, il n'y a pas de divertissement. Il peut pas y avoir du divertissement si t'as argent. Argent égale plus de divertissement. Et ça, c'est partout pareil. Le seul divertissement que t'as dans le foot, c'est match caritatif ou match caritatif. Voilà. Ou match des légendes. Et encore. Match caritatif, on va dire. Et si c'est pas un match caritatif, c'est un match où t'as des mecs qui veulent gagner. Donc, il faut avoir un aspect professionnel et rigoureux. Et en fait, si tu veux, on n'arrêtait pas de nous dire tranquille les gars, vous arbitrez trop sérieusement, vous parlez trop sérieusement, vous êtes trop sérieux. Sauf que tous les gars sur le terrain, ils sont très sérieux, hein. Ils sont très très sérieux. La plupart sont dans des clubs. Ils veulent gagner, quoi. Ben ouais, mais il y a aussi un aspect médiatique où la plupart sont dans des clubs semi-professionnels. Ils veulent essayer d'obtenir des contrats peut-être pour aller plus haut, donc ils ont besoin de se montrer. Il y a de l'argent en jeu. Il y a des sponsors, tout ça. Donc quand tu perds tous tes matchs, le sponsor il est pas content. Et si on perd tous ces matchs, c'est à cause de qui? C'est peut-être à cause de l'arbitre au bout d'un moment. Et t'as le sponsor qui met la pression à l'équipe, t'as l'équipe qui va mettre après la pression aux joueurs, et t'as les joueurs qui mettent la pression à l'arbitre. C'est un petit peu comme ça que ça se fait. Et rapidement, j'ai été pris à partie par des présidents. C'est-à-dire qu'il y a des présidents qui ont des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions parfois en live, qui ont commencé à me dénigrer publiquement, sans jamais m'adresser la parole dans la vraie vie. C'est-à-dire à me dire, à la fois sur le terrain, t'es pas bon, de me dire que à leur caméra, ils disent l'arbitre il est nul, c'est moche pour l'image, mais si tu veux, on me l'a dit des milliards de fois, c'est pas ça. Mais on a commencé à dire, ouais, ce gars-là, il vit que pour ses vidéos, il arbitre que pour ses vidéos. Là, il a sifflé un penalty juste pour faire un TikTok après. Je dis, mais attends, mais on marche à l'envers. Les mecs, ils passent leur temps à faire les TikTok et les vidéos. Et là, ils montent toute leur communauté contre moi sous prétexte que j'ai sifflé penalty pour faire un TikTok. Alors pour le coup, oui, je l'ai fait le TikTok. Ah oui, t'as dit que je faisais que ça. Bah, je l'ai fait. Mais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, tu te fais critiquer par des mecs en plus qui ne connaissent pas grand chose au foot sans leur porter offense, hein. Eux-mêmes le reconnaissent. Eux-mêmes le reconnaissent qu'ils sont pas dans le foot et qu'ils n'y connaissent pas grand chose. Mais du coup, j'ai pris de la pression et ce qui a fait vraiment tourner, c'est la 3e journée où j'ai décidé de mettre un terme à la Kings League, où j'ai été menacé. C'est-à-dire que j'ai été à la VAR et qu'il y a un gars qui est rentré dans la VAR, une pièce extérieure au match, et il est rentré pour me menacer. Pour me menacer clairement, et en fait c'était quelqu'un d'une équipe qui a ramené des très beaux joueurs de football, je citerai pas, mais je pense que les gens ont déjà compris s'ils regardent. Et le mec il rentre et il me dit moi j'ai mis beaucoup d'argent, j'ai fait venir des joueurs du Real et du Barça, et c'est comme ça que ça se passe. Là je te le dis très tranquillement, hein. Mais j'ai vraiment eu peur, quoi. J'ai eu peur. Et le problème c'est ça qui t'a poussé à quitter finalement. Mais bien sûr, parce qu'en fait je me suis dit, mais en fait là il y a que l'argent qui domine, quoi. Parce que les arbitres professionnels, ils sont menacés, ils sont parfois c'est compliqué. Sauf que derrière il y a une instance qui les défend, il y a une instance qui les protège. Et là quand j'ai appris que le mec qui est rentré dans la VAR à 2 reprises, qui m'a menacé, et j'ai vraiment senti que si je lui portais tête, moi d'habitude je me laisse pas faire. Sauf que là je me suis dit, putain Ryan, tu connais ce genre de situation. Là, si tu te tais pas, je pense que tu vas en prendre une. J'ai même eu peur pour physiquement, dans une compétition qui est censée être que du divertissement. Et là, je me suis dit, on a passé un cap. Et quand j'ai appris que par rapport à la sanction, que ce mec-là n'a eu aucune sanction, sous prétexte que rien,
C'est pareil, des présidents qui lancent une bouteille pour viser l'arbitre, président qui insulte la mère de l'arbitre. La sanction, c'est un carton jaune ou un demi-carton jaune pour son équipe à la 5e minute. Je me suis dit, je suis plus en sécurité et j'ai trop à perdre à continuer dans cette compétition, et avec tout ce que je mets en place sur Internet, auprès des clubs, toute la communication que je fais pour améliorer les relations et le combat plus ou moins politique que je mène pour faire entendre les arbitres et améliorer la place des arbitres, là, je suis pas respecté, je suis en danger, et si je continue, c'est que c'est plus en adéquation avec mes valeurs. Donc voilà, j'ai préféré arrêter et avant que ça dégénère. Et ça a dégénéré la journée d'après. Bah, tu fais bien de parler un peu de la pression psychologique sur les arbitres. Ouais. C'était quelque chose dont je voulais parler. Avec un exemple à l'Euro 2004, je sais pas si t'as l'histoire en tête, mais après le match Angleterre-Portugal, Ouais, sur il y l'arbitre, a un ouais. arbitre, L'arbitre suisse. Urs Meier. Ouais. Ouais. L'arbitre Urs Meier qui est harcelé partout. La presse anglaise le traite de tous les noms, jusqu'à évoquer en article une espèce de banquier suisse, en fait. La raison, c'est un but de Campbell qui a été refusé, et c'est la seule action litigieuse dans le match. Ouais, c'est le contact sur le gardien. En fait, c'est Ouais, refusé pour il y a pas de hors-jeu, hein. C'est pas pour hors-jeu. Non, c'est non. de faute, ouais, parce que j'ai revu C'est hier. un contact. J'ai revu hier dans un documentaire de RMC, très sympa. Du coup, il racontera, ouais, ok. Il racontera après qu'ils ont harcelé son ex-femme, il voulait même que ses qu'elle enfants leur lise aussi, des commentaires négatifs. À l'école aussi. Ouais. Ouais, du coup, vraiment, ils ont essayé de salir son image. Et toi, ça te fait pas peur, ça, dans le métier d'arbitre? Bah, j'ai envie de dire, malheureusement, l'arbitrage professionnel, les arbitres sont exposés. Ça, c'est une certitude. Et moi, évidemment, avec les réseaux sociaux, évidemment, je suis directement lié à ça. Après, j'y suis pas, c'est pas ma réalité, mais finalement, j'y suis un petit peu quand même, parce que avec cette histoire de Kings League, finalement, ouais, là, en fait, t'as eu un avant-goût un peu de ce qui peut se passer. J'ai eu un petit avant-goût, même si il y a pas de supporters. Les gens ne supportent pas les équipes de la Kings League comme on peut supporter l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain. Il y a pas de. T'as vu, je me suis pas mouillé. Hein, j'ai mis les deux rivaux en France. Il y a pas de. Il y a pas de fanatisme, c'est pas à ce point-là. Mais c'est même pas une question de fanatisme. Il y a pas forcément cette attache de club comme il peut y avoir pour des clubs dans la vraie vie, parce que pour moi c'est pas du foot. Et donc là, en fait, si tu veux, ouais, je reçois des messages, et à un moment, sur certaines vidéos, là, c'est depuis 10 jours, à chaque fois que je poste un truc, t'as une ribambelle de mecs qui vont te dire, ouais, mais parle pas, tu sais pas faire la Kings League et tu sais pas machin. Donc j'imagine pas ce que peuvent subir. Après, les arbitres professionnels ne sont pas sur les réseaux sociaux, en tout cas. Bah, en vrai, oui et non, parce que celui qui a fait la finale de la Coupe du Monde Argentine-France, Simon Marcignac, il a 160 000 abonnés sur Instagram. Donc comme quoi, ça veut rien dire. Ah bon. Comme quoi, tu vois, finalement, ça veut rien dire, parce qu'il y a un peu ce tabou des médias par rapport aux arbitres. Mais oui, c'est une réalité. Mais moi, ce que j'ai dénoncé récemment dans une vidéo, c'est les agissements des clubs. C'est les agissements, parce que la pression psychologique des joueurs et des spectateurs dans un match, c'est une chose. La pression des instances des clubs, c'en est une autre. Et ce qui s'est passé récemment, que j'ai dénoncé sur mes réseaux entre internet. Le classico, c'est ça? Voilà, le classico, quand je vois que t'as un club qui représente pas la vitrine du football, mais le Real Madrid et le FC Barcelone, c'est peut-être les deux clubs qui représentent le plus le football au monde. Je sais pas si je me mouille en disant ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais t'as raison. Je pense que c'est les. Après, t'as Manchester United qui est très influent, mais un peu moins. Mais moins maintenant par rapport aux résultats, ouais, moins. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça fait partie peut-être du top 3, top 4 des clubs les plus historiques de l'histoire du foot. Et quand tu vois qu'ils ont une chaîne télévision où, avant chaque match, ils vont faire passer toutes les erreurs qu'a fait un arbitre, toi, en tant qu'arbitre, comment veux-tu, psychologiquement, faire abstraction de ça et arriver sereinement? Où tu te dis, attends, regarde comme c'est inconscient que ça peut se faire. Les mecs qui m'appuient, me critiquent tout le temps, du coup les décisions vont aller contre eux, ou à contrario, les décisions vont aller pour eux parce qu'ils me menacent et j'ai peur pour ma sécurité et pour ma famille. Parce que quand tu vois que là, le comment il s'appelle, le fils de l'arbitre qui se fait harceler à l'école à cause de son père, des décisions face au Real, enfin c'est un cirque. D'ailleurs ce match, ce classico-là en finale de Coupe du Roi, heureusement que c'est le Barça qui a gagné, hein, pour l'arbitre. Moi, je pense qu'au fond de lui, il a été soulagé. Parce que tellement l'arbitrage je pense que t'es pas soulagé, mais finalement, Non, mais on va dire que la polémique est passée en second plan vu que le Barça a gagné, tu vois. Mais non, vraiment des décisions... non, du coup. Oui, enfin, oui et non, mais
Oui et non, Bah parce si. que finalement ce match-là, il était inarbitrable. C'est-à-dire qu'il y avait des contextes où tu voyais dans la réaction des joueurs, parce que le Real Madrid, ce qu'ils ont fait aussi avec toutes ces histoires arbitres qui craquent en Mhm. conférence de presse, ils veulent pas venir à l'avant-match, etc. En fait, tu crées un climat dans la tête des joueurs. Il y a ça aussi. Et donc, t'as tous les joueurs qui sont à fleur de peau sur l'arbitre dès le début du match. Et tu vois que finalement, les décisions, l'arbitre a finalement été beaucoup plus clément envers le Real Madrid que le FC Barcelone. Il peut pas performer et ils y arrivent, pourtant, dans des conditions comme ça. Et justement, il y en a qui évoquent souvent l'automatisation comme solution à tout ça. Ouais. Dans 20 ans, toi, tu vois l'arbitrage comment? Encore humain, totalement automatisé ou hybride? Bah, moi, étant comment dire, fan de l'arbitrage et c'est la plus grande passion de ma vie, je peux pas vous dire devant une caméra, ah, super, les robots vont me remplacer. Il y aura aucun robot qui va enlever ma passion d'arbitrer. Et je ne vois Mm. pas comment, c'est comme si on est prêt à dire, les gardiens font tellement de boulettes, est-ce qu'on mettrait pas un robot dans les buts? Pour moi, c'est pareil. Et comment un robot va, Donc, euh, tu va considères ressentir, l'arbitre comme un acteur du match, c'est ça. ouais, mais comme un humain surtout. Comme un Oui, un humain. humain, ouais. Parce que là, Comme les joueurs. comment tu vas prendre en compte un joueur frustré? Comment tu vas prendre en compte un joueur qui prend des contacts? Comment tu vas prendre en compte un contexte du match? Comment tu vas prendre en compte l'humain et les relations humaines Mm. et j'ai envie de dire les relations, c'est cervicales, j'allais dire pas cervicales, mais je veux dire cérébrales. Ce qui se passe dans ton Ouais. cerveau pour gérer, pour apaiser, ça se fait sur le tas, ça se prépare pas. Et Mm. à la limite, moi, je pense que la chose qu'on peut peut-être automatiser maintenant, c'est la ligne de corner et la ligne de touche. Quand la balle sort Mm. entièrement en corner et en touche, ça serait bien que ça soit automatisé. Parce que parfois, Mm. on est obligé de prendre des caméras, mais il n'y a aucune caméra alignée sur la ligne qui te montre si le ballon est entièrement sorti. Ouais. Donc peut-être Ouais, mettre vu que le ballon est sphérique, c'est vrai que c'est ça a ça. besoin de l'angle parfait, c'est vrai. Peut-être mettre une goal line une goal line, une SWOE ou une corner line sur ça pour voir si c'est sorti. Après, je vois pas Mm. comment on peut plus automatiser que c'est déjà automatisé. Je ne vois pas. Mm. Moi, je suis d'accord, c'est une bonne idée ce que tu es en train de proposer. Et tout à l'heure, tu parlais de quelque chose qui m'intéresse, c'est euh, la réputation des footballeurs. Tu parlais de Neymar, qui est un joueur qui a une réputation de joueur qui simule beaucoup, qui reçoit beaucoup de contacts. Est-ce que tu penses que ce passif des joueurs influence trop les arbitres dans leurs décisions ou que c'est quelque chose de normal finalement? Bah ça c'est un débat hyper intéressant. C'était un arbitre professionnel qui l'avait dit sur une interview d'un contenu de la chaîne Ligue 1. Il avait dit, faut arriver sur les matchs en anticipant les potentiels problèmes et en cernant le profil des joueurs. Mais il faut pas arriver en ayant des a priori. Parce que c'est Voilà, pas c'est parce la que nuance, ça. il faut savoir comment il va réagir, qu'est-ce qu'il va me demander, comment il joue. Mais si je pars du principe que la simulation, que Neymar il simule tout le temps, eh ben il va tomber, il va vraiment y avoir penalty. Et moi j'aurais préparé mon match en fonction qu'il simule tout le temps, eh ben je vais pas siffler, je vais rater mon match. Donc il faut vraiment faire attention à ça et il faut pas avoir d'a priori. Après évidemment, Mbappé, je sais que ça va partir très vite, donc à moi de prendre des mètres d'avance. Neymar, je sais qu'il va dribbler énormément, qu'il va prendre beaucoup de contacts, donc à moi de le protéger et de pas attendre qu'il craque pour le protéger. Voilà, je sais pas, il peut y avoir plein de situations. Cristiano Ronaldo, je sais que il tire tellement bien les coups francs que tous ses coups francs offensifs peuvent être marqués. Donc ne siffle pas un coup franc en bois qui peut donner un but. Sois sûr de la faute. Donc voilà, je pense que ça doit donner des indications. Mais entre anticiper, donner des indications et rentrer dans l'a priori, la barrière, elle est pas si grande que ça. Hein. Donc il faut faire attention. L'autre jour, j'ai vu un documentaire sur Canal avec Tony Chaperon qui donne son avis sur le match quand il Real décrypte, Bayern. c'est très intéressant. Ouais. Et justement, il parle des arbitres de touche qui anticipent les mouvements des joueurs. Ouais. Et ça a eu un impact immédiat sur leurs décisions et sur leurs mouvements. Tu vois, ils sont en retard pour siffler leur jeu, ils sont pas alignés avec le dernier défenseur. Justement, ce métier d'arbitre de touche, moi, d'un point de vue totalement extérieur, je le trouve très très difficile, surtout avant. On dit assistant, arbitre assistant, c'est mieux. Ah pardon. T'inquiète. Arbitre assistant. Avant l'introduction de la VAR,
c'était un métier quand même. Comment on se prépare à exercer ce métier-là? Mais je réponds à ta question, mais juste avant, ce qui est dur, c'est que surtout avant la VAR, c'est que tu avais tous les ralentis en direct, presque avec les alignements hors jeu parfaits, et donc tout le monde voyait qu'il était hors jeu. Sauf que toi, tu viens de te tromper, et il y a pas la VAR. Donc ça, c'était quelque chose qui était très très dur dans le passé quand tu étais assistant. Ouais. Maintenant, il y a la VAR qui te corrige ta décision. Tu finis pas un match avec un hors-jeu qui est raté, ça n'existe plus. Mais avant ça a tout changé pour eux. Avant ça a été le cas. C'est très très dur parce que ça demande déjà automatiquement t'es en retrait. T'es un peu plus vulnérable que l'arbitre central parce que souvent on parle mal à l'arbitre assistant et l'arbitre central il l'entend pas et c'est dans l'action, donc l'arbitre assistant va peut-être pas forcément aller appeler le central, tu vois, pour qu'il soit sanctionné. Ou en tout cas, c'est jamais assez fort. Le hors-jeu, c'est une concentration. Le hors-jeu, c'est pas être comme on peut voir en district. Je parle des arbitres dits bénévoles. C'est pas juste je m'aligne à peu près. C'est je colle. On dit l'avant-dernière adversaire. Tu dois être aligné à l'avant-dernier adversaire parce que le dernier défenseur, si le gardien il dépasse le défenseur, comment tu fais? Donc on dit l'avant-dernier adversaire et donc tu dois être toujours aligné à lui. Et il a trois, ça c'est vraiment les phrases de prof ou de formateur qui te marquent. Il a trois rôles, l'arbitre assistant. Le hors-jeu et le hors-jeu. Et c'est vrai. Même si tu rates parfois on peut rater une faute flagrante devant soi. Il sait que le hors-jeu avant tout, avant d'amener les autres choses. Donc tu dois être aligné pendant 90 minutes à un mec. 95% du temps, il faut faire des courses pas chassées. C'est-à-dire qu'il faut être aligné face au jeu. Après, si tu cours, il faut tenir le drapeau du côté du terrain. Quand tu signales une faute ou une touche, c'est le côté de la touche ou de la faute. Donc, il faut directement que tu signales avec ton bras déjà du côté. Donc, c'est parfois, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Et en fait, non, c'est l'autre côté, donc tu signales. Donc, ça demande une concentration et une lucidité qui est presque plus importante que l'arbitre central. C'est extrêmement compliqué et c'est un métier qui va disparaître dans les prochaines années, tu penses? Non, parce que même si je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, parce que le hors-jeu, avant d'avoir la VAR, ça a besoin, avant qu'il y a une correction robotisée. Mais après, la VAR, elle est humaine, hein. Parce que la VAR, il y a un mec derrière la VAR. À part pour le hors-jeu, mais. Non, mais je veux dire, si jamais il y a un système qui définit, instantanément s'il y a hors-jeu ou pas. On ne sait pas s'il peut sortir comme technologie, tu vois. Ouais, mais, on arbitre à 3. Et t'as beau automatiser tout ce que tu veux, un arbitre tout seul, il y arrivera pas face à 80 000 personnes et face à deux équipes. On arbitre, si ce n'est même qu'on arbitre à 4. T'as besoin d'un 4e arbitre qui gère les bancs, t'as besoin de 2 assistants parce que on s'encourage, on s'appuie les décisions ensemble. Une décision appuyée par 2 ou 3 arbitres ou un arbitre, c'est 100 fois plus agréable que d'appuyer tout seul. On se regarde, on s'encourage, on se tire vers le haut, on se motive. Aucun robot ne remplacera ça. Ça, j'en suis persuadé. Et je pense que j'arrêterai l'arbitrage si les robots remplacent le lien qu'on a entre arbitres. Et ouais, c'est ça, en fait. Avant de prendre des décisions, on est une équipe, en fait. On est une équipe. C'est peut-être un peu de bateau de dire ça, mais c'est vraiment la réalité des choses. Non, mais t'as raison. C'est des fois, les gens l'oublient. D'ailleurs, on le voit rien que dans le traitement accordé aux arbitres. J'ai commencé ce podcast par dire l'arbitre est comme le gardien de but, on ne parle de lui que quand il se trompe. Ouais. Cette phrase d'Aimé Jacquet, pour moi, elle résume parfaitement. Et il y a un an, j'ai fait une vidéo sur le métier d'arbitre, justement, où je défendais un peu ce métier-là en évoquant pas mal d'anecdotes. Et j'ai eu plein de retours d'abonnés, jeunes arbitres, qui voulaient voir ce genre de contenu que tu proposes d'ailleurs, qui donne une bonne image du métier d'arbitre, une image un peu encourageante et passionnante. Et du coup, pour finir, j'avais une question. Imaginons qu'un enfant veuille devenir arbitre, mais que tous ses amis se moquent de son projet parce que ce métier est soi-disant moins sexy qu'entraîneur ou joueur. Tu lui dirais quoi à cet enfant? Ah, pas mal cette phrase. Moi, j'ai 2 phrases à dire. Parce que tu sais que je suis politique, je suis insupportable. J'ai toujours plus de phrases à dire. Moi, j'ai une phrase à dire à ceux qui veulent pas devenir arbitre ou à ceux qui ont du mal, ou à ceux qui ont du mal à respecter les arbitres sur le terrain. Si vous êtes contre l'arbitre, vous perdrez toujours. Par contre, si vous êtes avec lui, la seule chose qui vous garantira quelque chose, c'est que vous prendrez un peu de plaisir. Ça, c'est la première phrase. Alors, il faut encore que je la retravaille pour que je finisse dans un dictionnaire ou sur le mur de l'équipe 21. C'est pas mal. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a des joueurs qui rentrent sur le terrain qui sont contre nous. Dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, tu te dis, mais
Enfin, j'étais pas cambriolé, Luis Suarez. j'ai toujours pas sifflé penalty, était déjà contre moi. Mais sinon, qu'est-ce qui donne envie? Moi, je pense que c'est la curiosité. C'est la curiosité de découvrir. Si vous prenez énormément de plaisir à jouer au foot, bah, jouez. Par contre, si vous avez des problèmes de comportement dans le foot, vous avez des problèmes de comportement dans l'arbitrage, enfin, avec les arbitres, vous avez des problèmes avec les adultes, avec l'autorité, vous avez des problèmes avec vos émotions, la frustration, etc. On dit souvent, et c'est un peu bateau, que l'arbitrage est une école de la vie, mais ça vous apprend à être organisé, ça vous apprend à aller au bout des choses, parce que t'oublies tes protèges tibia, t'as pas envie d'aller à l'entraînement, t'as pas envie d'aller au match, bah t'as 11 gaillards derrière qui vont aller jouer. À toi, t'oublies tes chaussures, t'oublies ton sifflet, t'as pas envie d'aller au match, ah bah ça va poser un vrai problème. Et t'as une vraie responsabilité. Moi, la curiosité de se remettre en question et d'apprendre. J'avais pas beaucoup de remise en question quand je jouais au foot. Moi, je voulais juste placer mon petit pont et mon petit double contact et mon match était réussi, hein, on va se le dire. Quand je suis arbitre, il y a toujours une remise en question. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ce déplacement? Et en fait, t'apprends toujours. Et je pense que c'est surtout dans la façon de s'exprimer. J'ai commencé à 18 ans et demi. Donc je suis pas le meilleur exemple, j'étais quand même quelqu'un de très timide, mais quand tu commences à 14, 15, 16, 17, tu arbitres des jeunes et tu es face à des éducateurs qui sont des adultes. Et la plupart, avant d'être des éducateurs, ils sont des coachs. Alors qu'on leur rappelle bien que c'est l'inverse. Et va t'exprimer à un éducateur qui t'insulte, qui est frustré, qui est en colère, quand t'as 14, 15 ans. Bah, c'est très compliqué. Et tu apprends, tu grandis et tu obtiens une maturité qui est d'ailleurs reconnue dans ton CV, hein. Ça intéresse vraiment les employeurs. Je lance ça quand t'es arbitre, mais c'est vraiment, ça te forge en tant qu'homme. Et je pense que j'aurais pas eu cette formation en étant joueur de foot.